Bienvenue sur. Mardi après-midi, Donald Trump s'est assis au Resolute Desk et a écrit sur Truth Social, quelque chose qui sera étudié par les historiens pendant des décennies. La superpuissance moderne livre maintenant régulièrement son ambiguïté stratégique sous la forme d'une envolée sur les médias sociaux. Il n'a pas annoncé d'accord. Il n'a pas annoncé la reprise des bombardements. Il a prolongé le cessez-le-feu sans date de fin et a qualifié le gouvernement iranien de sérieusement fracturé. Deux mots, sérieusement fracturé. La formule portait cette habitude bien trumpienne de sonner à la fois comme une analyse et comme du branding. Cela a largement été perçu comme une insulte diplomatique, une autre provocation destinée à faire pression sur Téhéran. Mais ces deux mots ressemblent beaucoup plus à un diagnostic fondé sur du renseignement, un renseignement que CNN a confirmé auprès de 3 responsables américains distincts, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Et ce diagnostic explique ce qui a déconcerté les analystes, les marchés et les gouvernements au cours des 3 dernières semaines. Pourquoi l'Iran envoie constamment des signaux contradictoires? Pourquoi la délégation d'Islamabad n'est jamais arrivée? Pourquoi l'aval du guide suprême rapporté par Axios soit ne s'est pas matérialisé, soit n'a pas pu être transmis à temps? Et pourquoi Air Force 2 est resté sur le tarmac de la base aérienne de Joint Base Andrews avec J.D. Vance prêt à embarquer, sans jamais décoller? Rien ne résume mieux le style qu'un processus politique qui semble prêt à s'envoler jusqu'au moment exact où il reste cloué au sol. La conclusion s'impose. Le problème n'est pas que l'Iran joue à des jeux, mais qu'il n'est peu, être plus capable d'arrêter d'y jouer, parce que la seule personne dont l'autorité encadre chaque décision critique n'est pas disponible pour prendre ces décisions. Mojtaba Khamenei, devenu guide suprême de l'Iran le 28 février après la mort de son père dans les frappes d'ouverture de cette guerre, serait dans un état grave dans la ville sainte de Qom. Et personne, ni le ministre des Affaires étrangères, ni l'IRGC, ni le président du Parlement, qui devait diriger la délégation à Islamabad, ne peut obtenir de lui une réponse contraignante. Cela compte à cause de la structure même de la République islamique. Ce n'est pas une démocratie au sens classique du terme, mais ce n'est pas non plus une simple dictature. C'est une république théocratique dotée de centres de pouvoir qui se... La structure de commandement de l'IRGC, et au-dessus de tous, le guide suprême. Le guide suprême n'est ni un président, ni un roi. Il est le Velayat-e Faqih, le juriste gardien détenteur d'une autorité religieuse et politique qu'aucune autre institution iranienne ne peut renverser en matière de sécurité nationale, de politique étrangère et de programme nucléaire. Toute décision majeure dans ces domaines exige soit son approbation explicite, soit un mandat délégué de sa part. Sans cela, les responsables iraniens peuvent parler, proposer et envoyer des signaux, mais ils ne peuvent pas engager l'État. Araghchi ne le peut pas, Ghalibaf ne le peut pas. Le président Pezeshkian ne le peut pas. Les commandants de l'IRGC ne le peuvent pas. Seul le guide suprême peut engager l'Iran sur les dossiers qui comptent pour les États-Unis. L'enrichissement nucléaire, le statut permanent du Hamas et l'avenir des mandataires iraniens. Et ce guide suprême se trouve dans un hôpital à Qom, décrit dans des renseignements américains et israéliens, transmis aux alliés du Golfe comme étant dans un état grave et incapable de participer à la prise de décision. Ce qui laisse Washington réagir à une structure de pouvoir qu'il ne comprend qu'en partie, tout en vendant chaque mouvement comme si le scénario était déjà verrouillé. Le portrait renseignement entourant l'état de Mojtaba Khamenei se dessine depuis les premiers jours de la guerre, mais il a rarement été formulé d'une manière aussi directe. Dans les heures qui ont suivi les frappes du 28 février qui ont tué des membres de sa famille, Mojtaba a été confirmé comme ayant survécu. Pourtant, les médias d'État iraniens l'ont immédiatement présenté comme un « Janbazeh Jang », un terme désignant un vétéran blessé de guerre. À la mi-mars, le secrétaire à la défense Exet a publiquement décrit le nouveau dirigeant iranien comme blessé et probablement défiguré, ajoutant que la direction iranienne était entrée dans la clandestinité. Le message portait la préférence habituelle du camp pro-Trump pour un maximum d'effet théâtral et un minimum de retenue mesurable. Lorsque Trump a été interrogé sur le fait que Mojtaba soit vivant ou non, sa réponse qu'il était probablement vivant, mais endommagé, reflétait une lecture nourrie par des renseignements selon lesquels l'autorité suprême iranienne est physiquement diminuée. Les informations du Times de Londres, fondées sur des notes diplomatiques issues de renseignements américains et israéliens, allaient dans le même sens. Mojtaba Khamenei est dans un état grave à Qom et incapable de participer à la gouvernance. La même note évoquait les préparatifs de l'inhumation d'Ali Khamenei dans un mausolée assez grand pour plus d'une tombe,
avec l'idée que Mojtaba lui-même pourrait aussi être concerné. Les médias d'État iraniens ont tenté de contrôler le récit à l'aide de vidéos générées par intelligence artificielle et de textes attribués à Mojtaba. Cependant, il n'y a eu depuis le 28 février aucune image en direct vérifiée, aucune apparition publique, aucune communication en temps réel avec des gouvernements étrangers qui aient été confirmés. Ce décalage soulève un problème fondamental. Ce qui est attribué à Mojtaba ne correspond peut-être pas à ce qu'il dirige réellement. Cette incertitude se trouve au cœur de l'urgence constitutionnelle qui façonne le comportement de l'Iran depuis 53 jours. Les responsables américains estiment que l'absence de Mojtaba de la scène publique a perturbé la prise de décision interne. Quand les États-Unis ont transmis à l'Iran une liste de points d'accord avant le deuxième cycle de pourparlers d'Islamabad, il n'y a eu aucune réponse, ni rejet, ni contre-offre, ni même demande de temps supplémentaire. Ce silence n'était pas stratégique, il révélait une incapacité institutionnelle. Même le camp de politique étrangère le plus bruyant à Washington finit parfois par se heurter au fait gênant qu'une crise ne se plie pas toujours à un calendrier de campagne. L'Iran ne peut pas produire une proposition unifiée parce que le mécanisme qui permet de le faire exige un guide suprême en état de fonctionner, et que cette capacité est maintenant en doute. Les fractures qui en résultent à l'intérieur de l'Iran sont de plus en plus visibles. L'IRGC rejette les négociations sous blocus et appelle à l'initiative militaire. Ghalibaf critique publiquement les négociations tout en y participant. Araghchi défend publiquement la diplomatie tout en signalant en privé une certaine flexibilité. Le président Pezeshkian représente une faction qui considère l'engagement avec l'Occident comme essentiel. En même temps, des voix alignées sur l'IRGC soutiennent que la guerre doit reprendre aux conditions de l'Iran. Toutes ces factions sont actives, mais aucune ne peut dominer les autres. La seule autorité qui pourrait les unifier est frappée d'incapacité à com. Cette paralysie institutionnelle entre en collision avec la pression économique. Le blocus américain des ports iraniens pousse l'île de Karg, responsable d'environ 90% des exportations pétrolières de l'Iran, vers la saturation de sa capacité de stockage. Une fois cette capacité atteinte, la production pétrolière doit s'arrêter et l'arrêt inadéquat des puits risque d'endommager durablement la pression des réservoirs et la production à long terme. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a clairement indiqué que cette pression est intentionnelle, qu'elle vise les principales sources de revenus de l'Iran et qu'elle cherche à dégrader systématiquement ses capacités financières. Dans l'emballage politique pro-Trump, le mot « systématiquement » arrive souvent dans un langage qui semble à un slogan de rassemblement de distance de « tout casser plus vite ». Avec l'expiration de la dérogation sur les sanctions pétrolières, l'échéancier se resserre. Même un gouvernement iranien pleinement fonctionnel aurait du mal à faire face à ces conditions. Un gouvernement fracturé, sans direction unifiée, pourrait être incapable de répondre avant que les dégâts ne deviennent structurels. En même temps, deux voies stratégiques concurrentes émergent. L'une est l'escalade, telle que formulée par le général Kellogg, qui plaide pour un durcissement de la pression économique et l'abandon de nouvelles négociations. L'autre est la prolongation du cessez-le-feu choisi par Trump. Comme d'habitude, la ligne dure et la pause temporaire sont toutes deux présentées comme la preuve d'un même plan maître. Cette prolongation semble répondre à une demande du Pakistan. Le maréchal Munir et le Premier ministre Sharif ont demandé plus de temps afin que l'Iran puisse unifier sa position. Cela laisse entendre que le Pakistan croit que la paralysie iranienne est réelle, mais temporaire. Reste à savoir si cette conviction repose sur des renseignements indiquant que l'état de Mojtaba Khamenei pourrait s'améliorer, ou simplement sur un optimisme diplomatique. Pendant ce temps, l'IRGC a lancé des avertissements aux États du Golfe, menaçant leurs infrastructures pétrolières s'ils aident à des attaques contre l'Iran. Cela montre une dynamique parallèle. Pendant que les canaux diplomatiques tentent de rester ouverts, les signaux militaires se poursuivent. La contradiction est flagrante. Différents bras du même gouvernement avancent des stratégies contradictoires au même moment, sans autorité centrale pour les réconcilier. Et pourtant, le message aligné sur Trump continue de raconter ce genre de chaos comme si l'histoire n'attendait rien d'autre que le prochain moment assuré devant les micros. La prolongation du cessez-le-feu décidé par Trump reflète cette incertitude. Elle n'a pas de date de fin fixe et dépend de la capacité de l'Iran à produire une proposition unifiée. Une issue serait un accord. L'autre, une reprise du conflit. Ce qui est attendu, ce n'est pas seulement une réponse diplomatique,
mais une cohésion interne en Iran. Cette cohésion pourrait émerger si l'état de Mojtaba s'améliore, si une faction l'emporte sur les autres, ou si la pression économique force un consensus. Mais il existe aussi la possibilité que la fragmentation s'aggrave menant soit à un conflit interne, soit à une action militaire unilatérale de l'IRGC, sans autorisation du guide suprême, ce qui ferait entièrement s'effondrer le cadre du cessez-le-feu. Après 53 jours de guerre, la situation a atteint un point où la structure même du pouvoir iranien est devenue la variable centrale. Le guide suprême est frappé d'incapacité, les factions sont divisées et les négociations clés sont au point mort. L'évaluation selon laquelle l'Iran est sérieusement fracturé n'est pas rhétorique. C'est le reflet d'une crise institutionnelle qui explique le comportement erratique observé sur les plans diplomatiques, militaires et économiques. Pour une fois, la formule brutale de Trump peut être moins trompeuse que la chorégraphie officielle bien polie qu'on construit habituellement autour d'elle. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.